J'ai conçu et développé une technologie permettant de placer n'importe où un générateur d'extraction d'eau atmosphérique, capable de produire plus de 100 000 litres par jour, 200 000 litres par jour. Ce n'est plus difficile. Il suffit juste de bien réfléchir à tout. Actuellement, plus de la moitié des plus grands lacs et réservoirs du monde contiennent moins d'eau qu'il y a 3 décennies. Moins d'eau dans les lacs et les rivières signifie moins d'eau pour la consommation humaine. Selon les estimations les plus modestes, plus de 40% de la population mondiale vivra en 2030 dans des régions où l'eau deviendra rare. Bonjour, chers spectateurs. Bienvenue sur la chaîne de la Société Créatrice. Aujourd'hui, nous avons un invité extraordinaire, Moses West, fondateur de la Moses West Foundation. Son credo, l'eau est gratuite pour tous, et il fait beaucoup dans ce domaine pour réellement aider les gens dans des situations difficiles. Car en effet, la crise de l'eau est l'un des sujets les plus graves dans le monde aujourd'hui. Moses, bienvenue à cette interview et merci beaucoup de vous être joint à nous. Pourriez-vous nous parler un peu de vous et de ce qui vous a amené à œuvrer dans ce domaine si intéressant? Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. Et merci d'avoir fait preuve de persévérance et d'avoir finalement réussi à me contacter. Ces derniers temps, cela devient très compliqué. Je vais vous parler un peu de moi. Je suis fils de militaire. Mon père était dans l'armée, et j'ai eu, je dirais, une enfance unique. J'ai grandi en Allemagne, entre la fin des années 50 et le début des années 60. La Seconde Guerre mondiale venait de se terminer, et le terrain de jeu de mon enfance était en fait constitué des ruines de l'après-guerre. En Allemagne, j'ai appris à parler allemand. Mon père, comme je l'ai déjà mentionné, était dans l'armée. Ensuite, nous sommes retournés aux États-Unis et nous nous sommes installés au Texas, que l'on appelait la terre des mille sources. Enfant, j'allais dans les bois pour jouer avec mes amis et nous nagions dans des piscines naturelles à l'eau bleue et cristalline. On pouvait la boire. Il y avait des sources, l'eau jaillissait directement du sol. Il y avait aussi des cascades. Le Texas était autrefois appelé la terre des mille sources, mais aujourd'hui, tout est très sec. À l'époque, tout le monde comprenait bien l'importance de l'eau, c'est pourquoi l'étude de l'aquifère d'Edwards faisait partie du programme scolaire. À l'école, un expert était invité pour nous parler de cet aquifère. Ainsi, l'aquifère d'Edwards avait une grande importance pour nous, les jeunes Texans. Et je ne l'ai jamais oublié. J'ai terminé le lycée, puis j'ai étudié au collège au Texas, après quoi je suis allé servir dans l'armée. Dans l'armée, j'ai été confronté à la problématique du manque d'eau. Nous portions 2 cantines d'eau chacun. Nous devions partager notre eau avec d'autres soldats pendant des marches de 50 miles en montagne, et nous comprenions alors la valeur de l'eau. Nous devions chercher de l'eau potable dans les ruisseaux, y ajouter des pastilles d'iode pour la désinfecter afin qu'elle devienne potable. La compréhension de la valeur de l'eau a toujours été présente dans ma vie, peu importe ce que je faisais. Après avoir quitté l'armée, je suis allé en Australie, où j'ai vu de mes propres yeux les conséquences dévastatrices du changement climatique. Je suis arrivé là-bas en 2001. En fait, je suis arrivé en Australie ce jour-là, le 11 septembre. Donc, je n'oublierai ni ce jour ni cet endroit. En Australie, j'ai été confronté à la pénurie d'eau, à la fois le manque d'eau et les conséquences de sa disparition, tant en raison de la sécheresse que des inondations, ainsi que tout ce qui se situe entre les deux. C'est alors que je suis devenu intéressé à trouver une solution à ce problème. Et maintenant, je suis ici avec vous pour en discuter. Merci beaucoup. C'est une histoire de vie très intéressante, et vous avez accompli beaucoup de choses. En général, les personnes dont la vie est liée au milieu militaire, comme vous, ont plus d'expérience et voyagent davantage à travers le monde. Nous avons interviewé des personnes de différents pays du monde, et, comme vous l'avez dit, dans certains endroits, il y a trop d'eau, dans d'autres, pas assez, et parfois, les deux à la fois. Lorsqu'une inondation se produit, c'est une catastrophe.
Et la population manque également d'eau potable. C'est pourquoi nous avons été tellement inspirés par l'idée de votre organisation à but non lucratif et par le fait même que vous faites tant de choses pour surmonter la crise de l'eau. Quel est l'objectif principal que vous vous fixez, vous et votre organisation? En plus de la Moses West Foundation, j'ai également une entreprise commerciale où je crée de l'équipement pour l'armée des États-Unis. Juste la semaine dernière, j'ai mis en place plusieurs grandes installations pour eux, similaires à celles que j'ai apportées dans la ville de Flint et à Porto Rico. Beaucoup de gens connaissent le travail de mon entreprise. Croyez-le ou non, mais lorsque les militaires me retournent de l'équipement dont je n'ai plus besoin, je le restaure et le donne aux communautés qui ont besoin d'eau. En général, ce sont des installations plus grandes que celles que je produis. Quant à la fondation et à l'objectif principal de ce que je veux réaliser, il est le suivant: que nous allions où que ce soit, n'importe où dans le monde, ou que nous allions ensemble, disons, nous sommes un groupe de personnes et nous devons nous installer et nous établir à un endroit. Donc, nous prendrons nos familles et traverserons tout un continent pour y vivre. Et lorsque les gens se déplaçaient, quand ils trouvaient un endroit où ils souhaitaient vivre, ce qui s'est produit tout au long de l'histoire, la première chose qu'ils devaient trouver était de l'eau. Aujourd'hui, plusieurs phénomènes se produisent sur notre planète, reliant plusieurs points clés. Tout d'abord, nous avons une énorme population qui doit se déplacer vers des territoires où il y a de l'eau. Deuxièmement, il n'y a pas tant d'eau que ça. Et troisièmement, la planète est densément peuplée, et il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'on peut s'installer. L'objectif est de prouver et de faire comprendre au public et au monde entier que nous n'avons pas épuisé nos ressources en eau. Comme je le pense, et comme le considère la communauté scientifique, la planète se réchauffe. Nous ne pouvons pas le nier, n'est-ce pas? Que se passe-t-il à mesure que la planète se réchauffe? L'eau se réchauffe. L'eau commence à s'évaporer. Dans les 10 prochaines années, il y aura 23% d'eau en plus dans l'atmosphère qu'actuellement. Et cela continuera tant que la planète se réchauffera. Nous voyons que l'humidité présente dans l'atmosphère se déverse et provoque de fortes tempêtes et des inondations. Les inondations ne sont pas seulement causées par la fonte des neiges, mais aussi par la croissance explosive des nuages, car il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Alors, que permet cette technologie aux gens? Il y a de nombreux endroits magnifiques sur cette planète. Grâce à cette technologie, vous pouvez vivre dans n'importe lequel d'entre eux. Et je ne crée pas simplement de petites installations. J'ai conçu et développé une technologie permettant de placer n'importe où un générateur d'extraction d'eau de l'atmosphère, capable de produire plus de 100 000 litres par jour. 200 000 litres par jour. Ce n'est pas difficile de nos jours. Il suffit de bien réfléchir à tout cela. Mon objectif concernant cette technologie est de donner aux gens la possibilité de vivre où ils le souhaitent, sans jamais avoir à s'inquiéter du manque d'eau, car tant que nous pouvons respirer de l'air, dans cet air que l'on respire, il y a de l'humidité. Nous utilisons les avancées dans les technologies scientifiques et dans la création de nouveaux matériaux, de nouvelles méthodes de compression dans les ventilateurs et les turbines pour produire cette eau de manière très efficace. Et avec zéro émission de dioxyde de carbone. Waouh! C'est incroyable. Et, comme vous l'avez dit, la planète se réchauffe. Nous savons que l'humanité continue de rejeter dans l'atmosphère des substances qui ne font qu'aggraver le réchauffement. Une des découvertes récentes que nous avons faites grâce à diverses interviews est que l'un des facteurs anthropiques les plus sous-estimés est la pollution des océans par les microplastiques, car les microplastiques retiennent la chaleur.
C'est exactement le même effet lorsque le carbone contenu dans le microplastique retient la chaleur. Et maintenant, nous savons que 100% des échantillons d'eau océanique dans le monde sont contaminés par des microplastiques. Des recherches récentes ont révélé qu'il se trouve dans chaque poisson, dans chaque échantillon d'eau de l'océan, même dans les cellules humaines, dans le placenta, le sang et les organes du corps humain. Donc, l'une des questions que je comptais poser un peu plus tard, mais puisque vous avez abordé ce sujet, c'est de savoir si, grâce à des systèmes de filtration dans ces générateurs d'eau atmosphérique, l'eau que nous extrayons de l'atmosphère peut être nettoyée y compris des microplastiques et d'autres toxines. Tout à fait. 100%. Le principe de fonctionnement de l'appareil est le suivant, l'air entrant est d'abord filtré. L'eau se condense à partir de l'humidité contenue dans l'air. Ainsi, la seule chose que l'appareil extrait est la molécule H2O, qui est plus petite qu'une particule de microplastique. En plus, si l'on prend l'air d'un environnement propre, lors de la production d'eau, même avant qu'elle ne commence à s'écouler, elle passe par un système de purification. À la toute première étape, avant même de rencontrer la première pompe d'aspiration, cette pompe n'éjecte pas, mais aspire l'eau. L'eau passe par un filtre micronique qui élimine les particules lourdes. Ensuite, elle entre. Avant que l'eau n'atteigne le réservoir dans de grandes installations que je construis, et dans ces grandes installations, ce processus sera le même dans une grande entreprise où je produis 100 000 litres d'eau par jour, elle passe à nouveau par plusieurs étapes de filtration micronique. Rien ne reste dans cette eau. La filtration purifie tout. Et ensuite, encore une fois, avant d'arriver aux consommateurs ou aux personnes qui utilisent cette eau, elle passe par une grande section de filtration au charbon avec ajout d'argent, de sorte que ce processus non seulement empêche la croissance des bactéries, mais élimine également tout ce qui est superflu dans l'eau. C'est un processus incroyable. C'est pourquoi, à la sortie, vous obtenez l'eau la plus pure qui soit. Ensuite, vous pouvez définir les propriétés de l'eau que vous souhaitez, ce que vous aimez. Vous pouvez ajouter tous les minéraux que vous souhaitez dans l'eau. Si vous le souhaitez, vous pouvez même en faire de l'eau gazeuse. C'est-à-dire des vitamines, des minéraux, tout ce que vous voulez. C'est simplement de l'eau pure, sans microplastique. C'est incroyable. En réalité, nous pouvons nettoyer des territoires entiers. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous avons tant de plastique en nous. Chaque personne ingère chaque année autant de plastique qu'il en faudrait pour faire un sac plastique. Et dans certains pays, c'est même encore plus. Cela nous affecte. Cela a des conséquences sur notre santé. Le plastique perturbe le fonctionnement du système endocrinien, influence la naissance des enfants, le poids à la naissance, et a un impact sur la santé mentale des gens. Il est très nocif pour la santé. C'est pourquoi nous devons commencer, car le plastique n'est pas seulement dans la nourriture, nous devons commencer à isoler des endroits où nous allons purifier l'eau de manière très rigoureuse. Tout cela est possible. Cultiver des produits dans une eau absolument pure. Au Danemark, ils le font merveilleusement bien. La culture de produits de manière verticale en utilisant de l'air filtré à l'intérieur des bâtiments. Car c'est nous-mêmes qui avons pollué notre planète. Ainsi, lorsque vous achèterez des produits au magasin, vous pourrez prendre un pamplemousse, un avocat, une aubergine, une carotte, des tomates et savoir qu'il n'y a pas de microplastique à la surface ou à l'intérieur de la chair des fruits et légumes. Incroyable. Et cela nous amène à la question suivante. Si nous comptabilisons réellement notre manière d'utiliser l'eau, comment est-elle utilisée? Seulement environ 10% va dans les villes et pour les besoins personnels. La majeure partie est destinée à l'agriculture. Et si nous nous renseignons sur la manière dont elle est utilisée dans l'agriculture, nous constatons qu'une grande partie est simplement gaspillée, elle coule. De plus, personne ne vérifie vraiment quoi que ce soit.
Par exemple, vous savez, quand il y a des problèmes, ils disent « Eh, vous avez là un mauvais réseau d'eau, beaucoup de fuites dans les tuyaux des villes. » Les autorités municipales répondent « Eh bien, nous ne voulons pas les vérifier. Parce que si nous commençons à vérifier et que nous trouvons des fuites, nous devrons dépenser de l'argent pour les réparer. Et nous ne voulons pas dépenser plus d'argent. Laissons les choses comme elles sont. » Mais vous avez abordé un sujet intéressant, l'agriculture verticale. Elle permet de réduire la quantité d'eau nécessaire pour cultiver jusqu'à 10 fois la même quantité de nourriture, voire plus. Est-il possible d'implanter des générateurs d'eau atmosphérique non pas tout seuls, c'est-à-dire, non pour l'usage général de l'agriculture où une énorme quantité d'eau est gaspillée? Mais si nous les implantons couplés avec les fermes verticales, pouvons-nous envisager à l'échelle planétaire? Bien sûr, c'est un grand rêve, mais si nous nous fixons cet objectif, est-il possible d'utiliser des générateurs d'eau atmosphérique pour produire tout ce dont l'humanité a besoin, en termes de nourriture et d'approvisionnement en eau? Absolument, sans aucun doute. Je vis dans un état de déception quand je vois les choses que l'on a déjà produites, ce qui est déjà fait. Je crée des machines qui sont mobiles et qui produisent de 2 à 5 000 litres d'eau par jour, jusqu'à 10 000 litres, qu'il suffit de connecter aux serres pour cultiver des légumes. Et si vous avez des panneaux solaires avec une batterie qui produisent 460 watts d'énergie, et un onduleur triphasé. Si j'avais tout cela peut être acheté dans un magasin. Je pourrais les assembler en un seul système et résoudre ce problème dans une ville où ils disent qu'on n'a pas de fruits ni de légumes. Parce qu'ils peuvent être cultivés juste là où vous êtes. Juste là. Pouvons-nous le faire à l'échelle planétaire? Absolument. Nous le pouvons grâce à la zone équatoriale de notre planète, qui comprend l'équateur et les terres au nord et au sud de celui-ci. C'est une zone autour de la planète où l'humidité de l'air est en excès. Et si nous cultivions la nourriture de cette manière, cela constituerait une percée révolutionnaire pour l'industrie alimentaire. Cela pourrait changer, en une génération, la santé des enfants qui sont actuellement très en surpoids, ainsi que celle des adultes qui prennent du poids, car nous n'avons pas accès à une nourriture saine et propre dont nous avons besoin. Donc, la réponse à votre question est absolument. Cela aurait dû être fait. J'en ai parlé il y a 10 ans. Cela aurait déjà pu être fait. Cela a été fait à Porto Rico. Mon installation fonctionnait à l'énergie solaire. Ainsi, je fournissais aux agriculteurs 1000 à 1500 litres par jour, et ils ont commencé à cultiver des légumes à feuilles pour les restaurants de l'île de Vieques, à Porto Rico, car autrement, ils ne pouvaient pas les cultiver. J'ai soutenu le fonctionnement de 2 restaurants et fourni de l'eau potable à 15 000 personnes grâce à l'énergie solaire à Porto Rico, et c'est à petite échelle. C'est incroyable. Parce que, vous savez, quand il s'agit de nouvelles technologies, les gens ne réalisent souvent même pas que nous pouvons obtenir de l'eau à partir de l'air. Les gens commencent à poser des questions, pourquoi n'avons-nous pas encore mis cela en œuvre, vu que c'est si génial, quel est l'impact sur l'écologie, etc. Et j'aimerais en savoir plus, surtout pour les téléspectateurs qui entendent parler de cela pour la première fois. Parfois, ils disent, et qu'en est-il de l'écologie? Et qu'en est-il de ceci, de cela? Vous avez déjà dit qu'il n'y a pas de dioxyde de carbone. Donc, cette technologie ne rejette pas de hydrocarbures dans l'atmosphère. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Y a-t-il des risques liés à l'introduction des générateurs d'eau atmosphérique pour l'écologie ou notre environnement? Bien sûr que non. Un jour, un professeur d'une des universités de la Ivy League est venu me voir et m'a posé une question sur l'extraction de l'humidité de l'air. Et c'était un docteur. Alors, ce docteur m'a dit, si nous plaçons ces installations partout,
la concentration de vapeur d'eau changera, l'écologie de la planète changera. Il n'y a pas de questions qui ne devraient pas être posées, mais elles doivent être expliquées. Nous causons plus de dégâts à la planète, à notre air et à notre eau lorsque nous larguons une bombe de 200 kg. Lorsque nous tirons un obus à uranium appauvri depuis un char M1 Abrams, utilisons des armes cinétiques, ou réalisons des essais nucléaires souterrains. Ce que nous faisons en faisant exploser des bombes à travers le monde nuit beaucoup plus à cette planète. Cette technologie peut être décrite de la manière suivante. Si vous avez une machine qui fait sortir l'eau de l'air et que vous prenez cette eau extraite de l'air et la pulvérisez là où vous vous trouvez, tout autour de la machine commence à verdir. Tous les arbres poussent. Si nous buvons de l'eau, elle reste en nous seulement quelques heures, puis elle sort de notre corps. Si nous arrosons une plante avec, la plante l'utilise, et nous mangeons la plante, l'eau revient dans le système. Cela fonctionne à peu près comme cela. L'eau circule d'elle-même autour de nous, nous la prenons, faisons pousser quelque chose, mangeons, et l'eau continue son chemin. Nous empruntons l'eau seulement temporairement. Nous ne prenons pas l'eau, comme dans le cas de la fracturation hydraulique, et ne l'injectons pas dans le sol pour ne jamais la revoir. Non, nous utilisons l'humidité qui est actuellement dans l'air. Il y a une chose appelée troposphère, qui va de la surface à 10 000 pieds de hauteur. Et c'est absolument 100% impossible pour moi, ici, dans l'Illinois, près du gigantesque lac Michigan, de tout simplement changer l'écologie de la planète. Si mon installation est près du lac Michigan et que vous vous trouvez à 1 mille du lac, vous ne pourrez même pas voir mon installation. Pourtant, vous vous trouvez dans ce corps massif d'eau qui s'évapore sans qu'aucun dommage soit causé. Merci d'avoir clarifié cela, car comme je l'ai déjà dit, cette question est posée par des gens. Cela nous ramène à ce que vous avez commencé à dire, qu'en raison du réchauffement de la planète et du fait que l'océan, pollué par le microplastique, retient tant de chaleur, beaucoup plus qu'il ne le devrait l'être sans la pollution anthropique des océans par les microplastiques, la quantité d'eau que nous ajoutons essentiellement à l'atmosphère, tout en continuant à polluer notre océan avec du microplastique, est énorme. Et nous devons trouver un moyen de commencer à résoudre ce problème. Nous avons mené des recherches avec des scientifiques, et ils affirment que si nous intégrions ce type de technologie, si nous arrêtions de puiser de l'eau dans les plans d'eau naturels et artificiels, qui, soit dit en passant, nuisent également à l'écologie en exerçant une pression supplémentaire sur les plaques tectoniques dans des endroits où cela ne se produisait pas naturellement auparavant, donc, si nous commençons à extraire de l'eau à l'aide de générateurs atmosphériques, cela accélérerait le cycle naturel, en retirant une partie de l'excès d'humidité qui se déverse actuellement sous forme d'ouragans, de tornades massives et de chaleur supplémentaire dans l'atmosphère. Nous pourrions en fait aider progressivement, lentement mais sûrement, à nettoyer nos océans, simplement en accélérant le processus du cycle naturel de l'eau dans l'atmosphère. C'est vrai. Les cyclones se forment au large des côtes de l'Afrique, traversent l'Atlantique et se transforment en ouragans, puis s'abattent sur la côte et au sud-est des États-Unis. C'est à travers les États du Sud que la plupart des ouragans passent. Donc, les ouragans commencent là où il y a des pluies torrentielles et une chaleur intense, et c'est là qu'ils sont beaucoup plus puissants. Un rapport vient de sortir, l'océan n'a jamais été aussi chaud dans l'histoire de l'humanité. La température de l'océan n'a jamais été aussi élevée dans toute l'histoire connue, même des millions d'années auparavant. L'océan s'est fortement réchauffé. Cela me dit qu'aujourd'hui, je devrais avoir peur.
Il y a de quoi s'inquiéter, car avec le réchauffement de l'océan, les tempêtes seront beaucoup plus puissantes. Mais si nous utilisons ces systèmes, peut-être que c'est un peu une pensée du genre science-fiction. Mais si nous avions, dès maintenant, la possibilité d'utiliser cette technologie que j'ai créée et de placer un générateur de la taille d'un stade là où naissent les ouragans et dans les zones de migration de l'eau, je ne sais pas ce qui se passerait. Cela devrait être étudié par plusieurs universités. Mais cela serait très précieux pour l'avenir, car nous avons besoin de solutions maintenant. Nous avons besoin de solutions. Et même si elles semblent fantastiques, c'est tout de même mieux que de ne rien faire du tout. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est par là que nous devons commencer. Encore une fois, en parlant des microplastiques, nous n'avons jamais vraiment vu les conséquences de notre inaction. Nous avons commencé à polluer seulement à partir des années 50, et les conséquences commencent seulement à se manifester. Mais nous comprenons déjà, comme vous l'avez justement noté, que nous n'avons jamais vu une augmentation de la température de l'océan comme celle qui s'est produite en 2023 et maintenant en 2024. Et nous voyons ce qui se passe, lorsque même les modèles de prévision des ouragans ne fonctionnent plus. Prenons, par exemple, l'ouragan Otis, qui a frappé Acapulco en 2023 et a pratiquement détruit la ville. Il ne devait pas se renforcer comme cela s'est produit. En seulement 12 heures, il est passé de tempête tropicale à ouragan de catégorie 5, c'est-à-dire d'un rien à l'ouragan le plus puissant possible. Et il y a actuellement des discussions sur la nécessité d'introduire une nouvelle catégorie, la 6e. Car la 5e catégorie n'est déjà plus adaptée aux ouragans que nous prévoyons maintenant. Ensuite, j'aimerais parler aux spectateurs du fait que votre organisation a réussi à aider les gens lors des catastrophes naturelles à 9 reprises, lorsque l'eau faisait défaut. Vous savez, vous êtes très connu à travers les États-Unis, du moins, c'est ce que je pense. J'ai entendu parler de votre travail grâce à la ville de Flint, dans le Michigan, où il y a eu une grave menace due à la contamination de l'eau, et vous êtes venu avec votre équipement et, en gros, vous avez distribué de l'eau gratuitement aux gens pour qu'ils puissent remplir leurs cruches. Pourriez-vous nous parler un peu de cette histoire? Et aussi, comment les générateurs d'eau atmosphérique peuvent aider les gens à surmonter la crise de l'eau potable? Surtout dans un contexte d'aggravation de menaces climatiques. Oui, bien sûr. La mission à Flint a commencé quand je servais encore dans l'armée. La base militaire a adopté mes grandes installations. Lorsque la crise à Flint s'est produite, le général m'a demandé, « Moses, que ferais-tu » J'ai répondu, « Général, je ferai livrer cette installation à Flint et j'aiderai les gens. » Et puis, soudainement, l'ouragan Maria s'est abattu. Et c'était encore plus difficile. Une émission spéciale a été diffusée à la télévision, et quelqu'un, en me voyant dans la rue, a dit « Je voudrais faire un don de $1000 à votre mission. » J'ai répondu « Je ne peux pas accepter $1000 de votre part juste comme ça, parce que c'est mon entreprise. Je travaille pour les militaires. » Et puis mon avocat a dit « Crée une organisation à but non lucratif », ce que j'ai fait. J'ai emmené mon système à Porto Rico, nous en parlerons plus tard, et ensuite, pendant que j'étais à Porto Rico, j'ai rencontré une personne de Flint qui n'avait pas d'eau, mais quelqu'un lui avait donné un bidon de 9 litres d'eau que j'avais produite. Et il est venu me voir et a dit « Pourriez-vous venir à Flint ?» J'ai répondu « Quand j'aurai fini de travailler ici à Porto Rico. Quand j'aurai un autre système, parce que je laisserai celui-ci ici, alors j'irai à Flint. » Je suis retourné aux États-Unis et j'ai pris des vacances pour me reposer, car j'y travaillais seul. Puis j'ai emmené le système à Flint, dans le Michigan. Ce que j'ai fait à Flint, quand la machine était dans la banlieue, c'était un grand conteneur ISO de 20 pieds, et c'était un quartier très défavorisé. Les grues sont sorties, les camions sont sortis, et les gens sont sortis, et ils m'ont demandé ce que je faisais. J'ai dit, la machine fabrique de l'eau. Et j'ai ajouté, regardez simplement et vous verrez ce qui se passe. Certains avaient entendu parler de ce que j'avais fait à Porto Rico.
Alors, j'ai fait la presse pour mettre en route, nous avons installé la machine, parce que je voulais que le quartier travaille avec moi et la technologie, car d'habitude, les gens viennent dans ces quartiers pour recevoir. Et donc, quand nous avons installé la machine et qu'elle a commencé à produire de l'eau, nous faisions plus de 1000 gallons d'eau par jour. Et j'ai dû convaincre les gens que je ne voulais rien d'eux, que j'étais juste là pour leur donner de l'eau. Et donc, les gens faisaient des dons pour Flint, et le gros camion arrivait, ils mettaient les bouteilles d'eau en place. Les gens arrivaient en voiture, mettaient les caisses d'eau dans leur coffre, puis repartaient. Il y avait tellement de voitures que l'eau en bouteille finissait par manquer. Puis les gens ont appris qu'il y avait cette grande machine verte là-bas. Ils avaient des bidons de 1 gallon, des bidons de 2 gallons, et tu pouvais apporter tes propres bidons. Nous sommes restés là toute la journée. Et à chaque fois que quelqu'un prenait 1 gallon, la machine en produisait 15. Tu prends de l'eau, et elle continue de fonctionner toute la journée, elle fabrique de l'eau en continu. Elle est donc devenue un élément incontournable du quartier. Et ça a très bien marché. Là où on était, la criminalité a baissé, les gangs ont décidé de collaborer, leur mère et leur père venaient à cet endroit pour chercher de l'eau. Cela a créé un lieu de sécurité central dans la communauté. Ça a été un énorme succès. Et quand on a fait ça, c'était absolument phénoménal. Dans le 4e district, ils n'ont jamais eu besoin d'une seule bouteille en plastique tant que la machine était là. Waouh! C'est incroyable. Et alors, qu'est-ce que les gens demandaient? Est-ce qu'ils étaient choqués que vous distribuiez l'eau gratuitement? Oui, ils étaient choqués. Ils disaient, personne ne fait jamais rien gratuitement. Je leur ai dit, écoutez, vous allez tous à l'église, mais ne vous dit-on pas qu'il vaut mieux donner que recevoir? Aux États-Unis, oui, Calvin Coolidge a dit, je crois que c'était Calvin Coolidge qui a dit, les affaires de l'Amérique, ce sont les affaires, et c'est toujours une question de ce qu'on peut obtenir. Mais nous sommes à un moment où nous devons prendre soin de nos voisins. On a déjà fait assez de dégâts à la planète, à nous-mêmes, au tissu social de la nation. On arrive à un point où les gens doivent commencer à travailler ensemble. Mon voisin voit les choses différemment, et moi aussi. Nous pensons différemment. Mais tant que nous communiquons, nous trouvons des points communs. À Flint, quand je suis arrivé, j'ai dû expliquer aux gens. J'ai dû parler avec eux tous les jours juste pour leur faire savoir qu'il y a encore des gens dans le monde qui font ce genre de choses parce qu'ils le peuvent. Et je leur ai dit, des gens en dehors de votre communauté font des dons pour aider à maintenir cela à flot. La fondation Robert Rauschenberg, l'artiste Latoya Ruby Frazier est venue, elle a pris des photos, elle a fait des dons et elle a apporté sa notoriété à l'effort. Grâce à cela, nous n'avons pas manqué d'argent pendant cette mission humanitaire. Donc, tout repose sur les dons pour amener la machine là où elle est nécessaire. Par exemple, en ce moment, j'ai une machine exactement comme celle de Flint. Exactement comme celle de Flint. J'ai besoin d'en construire d'autres. Mais cette machine, là tout de suite, des gens à Baltimore en ont besoin. Il y a des gens en Californie, quelqu'un dans le Missouri en a besoin. Des gens en Louisiane en ont besoin. Alors, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils viennent me voir à cet endroit. Je leur montre la technologie et ce qui est possible. Ensuite, j'essaie de lever les fonds, les dons dont j'ai besoin pour continuer à construire ces machines ou en fabriquer une autre du même genre. D'accord, donc nous y voilà. Quand vous dites que vous expliquez d'abord aux gens comment ça marche, c'est parce que la plupart des gens ne le savent même pas. Et, vous savez, lorsqu'on se pose la question de comment diffuser l'information, comment créer une demande massive de la population pour mettre en place ces machines incroyables, on arrive au constat que la plupart des gens ne savent même pas qu'il est possible d'extraire l'eau de l'air. Vous nous avez déjà parlé un peu du côté incroyable de la machine, comment l'eau peut être purifiée à travers elle. Mais pouvez-vous nous en dire un peu plus sur son fonctionnement, sur quels principes elle repose? Qu'est-ce qui se passe réellement quand on allume la machine? Que se passe-t-il sur le plan technique? Ah, d'accord. Oui. Je ne me lasse jamais de l'expliquer, parce que ça commence avec le réfrigérant dans la machine, qui passe sur une grande surface. Vous savez, comme lorsqu'on a un verre froid avec des glaçons à l'extérieur en plein après-midi, et que ce verre commence à se couvrir de gouttelettes d'eau. Ensuite,
la serveuse ou le serveur doit venir. Il doit essuyer la table à cause de ce verre froid d'eau qu'il y avait. Eh bien, cette machine fait la même chose, sauf qu'elle le fait à un niveau supérieur. Toute cette machine est conçue pour ne rien faire d'autre que de rester à une certaine température dans cet environnement contrôlé, à l'intérieur, au-dessus de cette grande surface, en faisant passer l'air au-dessus, et elle la fait pleuvoir. Elle fait juste pleuvoir à l'intérieur. Et donc, en altitude, tu as du sable dans les nuages et de l'humidité là-haut. L'humidité se fixe sur les petites particules, de sable ou de poussière, puis elle descend à une autre température, ou monte, et atteint la température idéale pour faire pleuvoir. Fondamentalement, ce qui se passe dans les nuages, c'est la même chose que je fais faire à l'intérieur de la machine au sol. Une fois que la machine est en marche et fonctionne à plein régime et que toutes les températures sont correctes, alors le PLC commence à contrôler la température pour la maintenir à travers une large variété de températures et d'humidité, afin de suivre le point de rosée et savoir où l'on peut produire de l'eau. Donc, quand il fait super chaud et humide à l'extérieur, la machine n'a pas besoin de travailler aussi dur. Quand il fait plus frais ou plus sec à l'extérieur, la machine doit se mettre en marche un peu plus. Donc, la machine ne fonctionne pas de manière constante. Elle monte et descend toujours. Elle s'ajuste en conséquence parce qu'elle suit la température et l'humidité tout au long de la journée pour rester à l'endroit idéal pour produire de l'eau, et c'est pourquoi la consommation d'énergie est si faible. Waouh! Et quand il s'agit de la consommation d'énergie, c'est l'une des choses que les gens demandent généralement, eh bien, c'est une technologie incroyable, mais qu'en est-il de l'utilisation d'énergie? Quelle est la quantité d'énergie qu'elle utilise par rapport à d'autres choses? Ou si vous pouvez expliquer à quel point la machine est efficace par rapport, peut-être, à la création traditionnelle d'eau en ce qui concerne. Actuellement, on construit des usines de désalinisation qui nuisent énormément à l'océan, coûtent très cher et créent de la pollution près des côtes. Nous avons des canaux qui viennent du nord de la Californie, du Nevada, juste pour apporter de l'eau à Los Angeles et au sud de la Californie. Nous devons lutter contre les fuites en cours de route, nous devons lutter contre les fuites dans les tuyaux, nous devons créer cette énorme infrastructure, il y a des turbines, nous devons fournir de l'énergie pour les turbines afin de pousser cette eau. Il y a tellement de choses en jeu que nous ne prenons probablement même pas en compte. Alors, si nous prenons tout cela en compte, maintenance, nettoyage des canaux à nouveau. Et nous prenons les générateurs d'eau atmosphérique. À quel point cela peut-il être efficace, et de quoi avons-nous réellement besoin pour que l'humanité, ou même un pays, commence à les mettre en œuvre à grande échelle? Le générateur d'eau atmosphérique, vous avez tout à fait raison, il y a un coût élevé pour déplacer l'eau jusqu'à une maison. Donc, quand on m'a remis mes documents d'évaluation pour la technologie, ils m'ont dit que l'eau souterraine consomme 0,12 kWh pour 1 litre. Après avoir effectué nos tests pour la machine, nous avons obtenu une consommation de 0,08 kWh pour produire 1 litre. Donc, fondamentalement, c'est moins cher que l'eau souterraine. Quand j'ai installé cette machine, la personne qui est venue avec un bidon d'1 gallon pour le remplir est rentrée chez elle avec ce bidon juste en face, elle a dépensé plus d'énergie pendant cette courte marche vers la machine que ce que cette machine a consommé pour produire ce litre d'eau. Et elle l'a fait là où elle en avait besoin. Il n'était pas nécessaire de déplacer l'eau du lac jusqu'au quartier. C'était juste là. Donc, c'est une production d'eau à un point spécifique. Tu as une communauté, tu produis de l'eau exactement là où elle est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'infrastructure. Tu n'as pas besoin de tuyaux. Tu n'as besoin de rien de tout ça. Et à quel point sommes-nous proches de cela? Oh oui, et à la prochaine étape, j'essaie de réduire la consommation en mettant des zéros après ce point décimal. C'est-à-dire que mon objectif est d'atteindre 0,008 ou mieux pour la production d'eau. Et puisque j'ai développé une nouvelle méthode pour produire l'eau, c'est absolument possible. Alors, que devrions-nous faire maintenant? Nous aurions besoin d'un plan Marshall pour la production d'eau, pour les technologies de l'eau. Je ne dis pas que la génération d'eau atmosphérique est la seule façon de le faire, mais ce que je dis, c'est que cela fait partie de l'équipe.
Quand nous jouons à un sport, quand nous jouons au football, quand nous jouons à n'importe quel sport, au basketball, nous travaillons ensemble en équipe pour réussir. De même, avec cette technologie et toutes les technologies dans le monde qui produisent de l'eau, au lieu d'être compétitifs. Comme les États-Unis qui sont tellement compétitifs que parfois c'est énervant, parce qu'ils font toujours des choses pour le profit, une entreprise fait toujours quelque chose pour en faire profiter quelques-uns, pour en faire profiter les actionnaires. En ce moment, les actionnaires que nous devons servir sont les gens aux États-Unis, les gens à l'échelle mondiale, les gens qui vivent au Moyen-Orient, les gens qui vivent en Afrique du Sud, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Australie, tous les gens qui vivent sur les îles du Pacifique. Ce que nous devons faire, c'est un effort d'équipe, pas seulement pour les générateurs d'eau atmosphérique. Le diesel a sa place ici. L'eau souterraine a sa place ici. La collecte des eaux de pluie a sa place ici. Même les entreprises d'eau en bouteille ont leur place ici, parce que nous devons apporter de l'eau aux gens pour qu'ils puissent survivre. Et au lieu de travailler séparément et d'essayer de nous saper les uns les autres, nous devons travailler ensemble. Parce que c'est un problème mondial. Et c'est l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons tendance à travailler davantage pour notre profit plutôt que pour le profit humain. Et c'est sur cela que je me concentre. Je me concentre sur le profit humain et pour les années qu'il me reste à vivre, c'est ce que je fais. C'est en effet un sujet très sérieux que vous abordez en ce moment. Vous savez, même dans la société créatrice, c'est notre projet bénévole, on a commencé par un questionnaire, oui, cela a commencé par une enquête de masse. Nous avons demandé aux gens à travers le monde dans quel type de société aimeriez-vous vivre. Et pour tous les gens, la réponse la plus courante était une société où la vie humaine est la valeur numéro 1, pas l'argent, pas les intérêts politiques, mais la vie humaine avant l'argent et le profit. C'est si simple. Si nous basculons simplement sur une prise de décision sur la base de ce qui profite aux gens et pas seulement de ce qui génère plus d'argent pour un petit groupe de personnes, qui sont les actionnaires de l'entreprise, notre vie serait tellement différente. Et comme vous l'avez dit, toutes les personnes devraient bénéficier en ce moment de cette technologie. Quand vous parlez de compétition et ainsi de suite, nous savons aussi qu'à Flint, la machine que vous avez installée a été vandalisée. Oui, nous ne savons pas. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Parce que je sais par les réseaux sociaux que c'était quelqu'un qui a trafiqué le générateur. Il savait exactement ce qu'il faisait. Donc, ce n'était pas juste des gens aléatoires, probablement. Mais pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, je peux. Je pensais avoir bien sécurisé la machine. Les dommages qu'ils ont causés à la machine étaient des dommages qui la feraient fonctionner, mais avec le temps, cela la détruirait. Et c'est ce qui est arrivé. Cela a détruit mon compresseur et endommagé le générateur. Mais la véritable histoire, où la ténacité des gens de Flint entre en jeu, c'est qu'il y avait Otis Chatham et Randy Welch, deux hommes du quartier, et moi-même. Nous avons rassemblé toutes les pièces. Nous les avons en fait expédier, un compresseur de ma vieille machine à Porto Rico, pesant 500 livres, jusqu'à Flint. Nous avons réparé cette machine sur le terrain en une semaine et l'avons remise en marche. Les gens ne le savent pas. Ils disent que la machine a été détruite et qu'elle est restée hors service. La véritable histoire est que nous avons réparé cette machine sur le terrain et que c'est quelque chose qui devait être fait dans un atelier. C'est un travail très délicat. Mais nous étions là, sur le terrain, et nous l'avons fait. Et nous l'avons remise en marche. Ce que j'ai remarqué avec différentes entreprises, c'est que chaque fois que je vais quelque part maintenant, parce qu'il y a une présence sur les réseaux sociaux, qu'il y a une certaine notoriété derrière ce que je fais, d'autres entreprises viennent en ligne pour vouloir le faire. Je dis cela depuis 10 ans, c'est la direction dans laquelle nous devons aller. J'ai travaillé en étroite collaboration avec l'armée pour le mettre en œuvre. Et ce que je trouve maintenant, c'est que les entreprises, elles te suivent dans une zone. Il y a une entreprise qui fabrique des panneaux solaires. Il y a des entreprises qui construisent elles-mêmes des générateurs d'eau. Et si je publie un message disant que je vais quelque part, ou que je suis allé dans quelques endroits, ils viendraient en fait dans ce même quartier et s'installeraient près de moi. Et je le découvrirai. Et, tu sais, je ne suis pas dans l'espionnage d'entreprise. Je suis là pour faire du bien et aider les gens.
Et je suis désolé, mais ce n'est pas ce que je veux faire, donc je devrais partir. J'ai dit, si vous voulez prendre le relais, si vous voulez faire ce travail maintenant que je vous ai donné la notoriété dont vous avez besoin parce que j'allais être ici s'il vous plaît, allez-y. Faites ce que vous pouvez faire, vous savez. Mais oui, cela peut être une industrie très néfaste et très impitoyable parce que les gens commencent à entrevoir les marges du profit qu'ils peuvent y obtenir. Mais au lieu de regarder les marges du profit, je demande simplement aux gens, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, regardez le côté humain de ce qui peut être fait. Regardez ce que vous pouvez faire pour les gens après les ouragans. Pensez aux personnes touchées par le déraillement de train ici en Ohio. Regardez ce que vous auriez pu faire pour ces gens. Regardez les gens au Texas. Regardez les gens en Californie. Regardez les gens dans les villes où vous pouvez cultiver de la nourriture, être 100% durable, zéro net d'émissions de CO2. La planète devient plus chaude. L'eau est contaminée. Regardez ce qui est bien. Oui, et juste arrêter cette course massive aux résultats poussés par l'avidité des actionnaires. Absolument. Parce que cela pourrait être notre fin de course en tant qu'humanité. Et, vous savez, au rythme actuel de progression des cataclysmes dévastateurs, nous pourrions atteindre un point où nous pourrions même connaître des conflits pour l'eau, ce qui a déjà été prédit, vous savez. Il y a déjà des exemples, comme, par exemple, nous parlions de certains pays. Si nous prenons 2 pays africains, l'Égypte ne reçoit pas assez d'eau parce qu'il y a un barrage en amont sur la rivière. Et ce qu'ils disent, c'est que s'ils ne veulent pas de ce barrage là-bas, ils ont une très bonne armée. Il leur suffit de 2 missiles pour faire tomber le barrage. Donc, cela pourrait être une énorme catastrophe. Lorsque nous parlons aux gens en Espagne, c'est dans le même rayon. Et le gouvernement commence à construire des canaux du nord de l'Espagne vers le sud, où il y a des sécheresses. Les agriculteurs viennent avec leurs tracteurs et ferment le flux d'eau, les canaux, en construisant un barrage avec de la terre pour bloquer le cours d'eau parce qu'ils disent « Nos fermes passent d'abord. Nous voulons que l'eau reste. Nous n'en avons pas assez. » Oui. Donc, nous pourrions avoir ces conflits pour l'eau sans raison. C'est la chose la plus absurde qui soit. Nous avons la technologie, nous avons tout ce qu'il faut pour produire ces choses, nous avons tout ce qu'il faut pour que le problème de l'eau devienne inexistant sur la surface de notre planète. Et pourtant, cela n'arrive pas. Nous voyons ces conflits et ces absurdités se produire. Alors, que pensez-vous qu'il est nécessaire de faire pour réellement surmonter cela et commencer à mettre la vie humaine en premier, comme cela a été dit? Ce dont nous avons besoin, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, aujourd'hui. Eh bien, j'ai des projets à venir que je me prépare à réaliser, et nous avons besoin d'un endroit où toute cette technologie est mise en place et mise en œuvre, et où toutes ces choses que les gens peuvent voir, toucher, sentir et observer comment ça fonctionne. Cela doit être fait. Je peux écrire autant de documents de recherche que je veux pour montrer la technologie à plusieurs endroits. Il doit y avoir un institut de durabilité complet où l'on utilise en un seul lieu l'eau atmosphérique, l'énergie solaire, toutes les technologies vertes possibles pour produire de la nourriture, de l'eau et de l'énergie en un seul endroit où les gens peuvent voir ce qui se passe. Et juste pour faire un pas en arrière un instant sur ce problème d'eau auquel nous sommes confrontés. Au cours des 5 prochaines années, les sources de rivières. De si nombreuses rivières en Asie commencent dans l'Himalaya. Elles proviennent des glaciers de l'Himalaya. Vous savez que les glaciers reculent. À travers l'Europe, il y a des rivières qui ne coulent plus parce que les glaciers ont disparu. L'endroit où j'ai appris à skier s'appelle Zugspitze en Allemagne. J'ai appris à skier en juin, juillet et août parce qu'il y avait un glacier dans les montagnes. C'est là où nous allions. Ce glacier a disparu, mais il alimentait une rivière qui descendait des Alpes vers une petite ville. Les pays construisent des barrages sur les sources de ces principaux fleuves, le Yangtze, le Yalu, le Mékong, la rivière des parfums. Toutes ces rivières, dont les sources jaillissent de l'Himalaya, sont bloquées par des barrages. L'Europe le fait en ce moment, dans les Alpes, où les glaciers fondent. Ouais. Ils sont vraiment intelligents.
Les gens ont besoin de certaines ressources, mais regardez, ils ont construit des barrages qui retenaient l'eau glaciaire. Maintenant, ils ont de l'eau à boire et peuvent produire de l'hydroélectricité. C'est quelque chose de nouveau. Mais les gens en aval. Je ne sais pas s'ils savent cela, que leurs rivières sont bloquées, là où elles se forment. Donc, en tant que société, ce que nous devons faire, c'est de le mettre en œuvre maintenant, parce que cette année sera plus chaude que tout ce que nous avons jamais vu. J'ai parlé à certaines personnes en Arizona qui construisent en fait des salles de sécurité dans leur maison, un pied d'isolation tout autour, des climatiseurs spéciaux pour pouvoir y aller. Parce qu'en Arizona, ils s'attendent à atteindre 57 degrés Celsius. En Arizona. Donc, ils construisent des salles de sécurité dans leur maison parce qu'ils savent que leurs climatiseurs ne pourront pas garder toute la maison fraîche. Donc, ce que nous devons faire pour faire avancer cette technologie, c'est, j'en parle beaucoup et je parle de la technologie, je donne des conférences à ce sujet. Mais ici, où je vis à Chicago, je dois trouver un endroit, et nous préparons cela maintenant, probablement cet été, juste un endroit où tout cela peut être placé, le générateur d'eau atmosphérique, l'opération de culture verticale, les panneaux solaires, la batterie industrielle qui produit 480 V. C'est ce que nous devons faire. Ainsi, tout le monde peut le voir. C'est quelque chose que nous avons également étudié et sur lequel nous menons des recherches, sur l'augmentation des températures, et ce qui se passe actuellement est sans précédent. Nous voulons vraiment que tout le monde en soit informé, c'est une très bonne chose que les gens se préparent au moins en Arizona parce qu'ils le savent. Je suis allé à Phoenix, et je sais que même 110 est horrible. 110, c'est quand vous ne... Oui, c'est ça. Et 130 plus semble terrible. Mais ce qui est incroyable, c'est que nous sommes des humains. Si nous agissons en tant qu'humains, nous avons ces technologies incroyables. Comme vous l'avez dit, nous pouvons construire des chars Abrams, de l'uranium appauvri, mais nous pouvons aussi utiliser les mêmes scientifiques, des scientifiques incroyables, que nous avons à l'échelle planétaire. Et ce dont nous avons parlé, nous avons besoin d'un centre scientifique unifié à l'échelle mondiale. Nous avons besoin des meilleurs scientifiques de Russie, d'Iran, de Corée du Nord et des États-Unis pour travailler sur la même longueur d'onde, pas pour se détruire mutuellement. Nous pouvons très facilement faire cela. Mais le climat fait déjà un meilleur travail de destruction. Si vous regardez la ville d'Acapulco et que vous voyez des zones de guerre, cela ressemble beaucoup à une ville bombardée ou à quelque chose qui a été ruiné encore plus efficacement qu'en utilisant des armes nucléaires ou tout autre armement. Nous n'utilisons tout simplement pas nos technologies pour sauver des vies. Et c'est le problème d'avoir ce potentiel énorme, toutes les technologies sont là, et nous ne les utilisons pas parce qu'il n'y a pas de demande de la population, parce que les gens ne sont même pas conscients. Et c'est ici que nous avons trouvé cette phrase incroyable sur votre site web, et j'aimerais la lire. Elle dit, « Nous, avec le bon mélange de technologie et de cœur, pouvons relever les défis les plus pressants du monde. » Avec le bon mélange de technologie et de cœur. Pourriez-vous expliquer un peu plus ce que cela signifie exactement pour vous? La technologie est un moyen de... Elle nous permet d'avancer en tant qu'humanité. Nous créons des vaccins qui sauvent des vies d'enfants, nous créons des opérations qui sauvent des vies. Et vous savez, j'aime ce que Jonas Salk a fait avec le vaccin contre la polio. Ils ont dit, eh bien, mon Dieu, il doit être milliardaire. Non, il l'a donné. Et donc, avec le cœur dans la technologie, ce que nous devons faire, c'est... Tout le monde dit, oh mon Dieu, vous pouvez gagner tellement d'argent. Mais ensuite je dis, mais je peux sauver tant de vies. Donc vous avez deux monnaies, vous avez une monnaie de faire le bien, celle de l'humanité. Il y a des gens qui se mettent en danger chaque jour pour fournir de la nourriture à une population, pour apporter de l'eau aux gens, pour aider quelqu'un dans une zone de combat. Et donc, dans la position dans laquelle je suis, dans ma mentalité et mon état d'esprit, je veux utiliser mon talent en ingénierie et ma technologie pour faire avancer l'humanité, pour aider à sauver la vie.
Je ne veux pas construire quelque chose de destructeur. Je construis quelque chose qui sauve des vies. Lorsque j'ai dû présenter ma machine, et que j'avais des invités d'un sous-traitant de la défense, je leur ai expliqué la machine, et avec un passé militaire, je leur dis, je sais que vous voulez tous utiliser cette technologie, mais tout ce que vous voyez ici devant vous, tous les schémas, tous les diagrammes, tous les évaporateurs en masse, condensateurs, compresseurs. Je fais cela pour sauver des vies. Tout le monde qui travaille dans mon atelier sait que moi, en tant que patron, le gars qui est responsable de cette opération, je fais cela pour aider les gens. Pas pour le profit, mais pour aider les gens. C'est incroyable et nous pouvons vraiment le voir à travers votre travail et toutes les missions que vous avez réalisées, ainsi que toutes les personnes que vous avez aidées lorsqu'elles avaient le plus besoin d'aide. Malheureusement, en ce moment, il y aura de plus en plus de demandes pour que les gens reçoivent simplement de l'eau. Et nous avons essayé de transmettre ce message aux gens. En fait, en tant que bénévole du projet Société Créatrice, nous le faisons sur une base bénévole pendant notre temps libre. Nous contribuons à ce projet en réalisant des interviews comme celle-ci, en compilant des vidéos documentaires et en les diffusant pour que les gens sachent combien de technologies nous avons, non seulement en ce qui concerne l'eau, mais aussi en matière de production alimentaire, d'agriculture verticale et de production d'énergie. Nous avons des générateurs sans carburant, et nous avons réalisé un court-métrage à leur sujet. Et il y a eu une conférence en Suisse l'année dernière que nos bénévoles ont également couverte. Nous montrons ces technologies et nous continuons à être de plus en plus émerveillés. Notre vie pourrait être tellement meilleure si nous les mettions simplement en œuvre. Mais avec cœur, cela doit être fait avec cœur. S'il ne s'agit que de profit, de création d'argent, nous allons voir la suppression de ces technologies. Beaucoup d'entre elles existent depuis des décennies, mais ne sont malheureusement pas encore accessibles. Mais en ce moment, espérons que les technologies nous permettent de nous connecter à l'échelle mondiale, et espérons que beaucoup de gens verront cette interview, et peut-être que cela inspirera des décideurs, des investisseurs et des personnes qui peuvent réellement contribuer à la diffusion de cette information sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous aimerions faire, peut-être encourager les gens à partager cette information. Monsieur West, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cela a été incroyable. Quelle interview inspirante. Et votre position sur les choses, en ce qui concerne le fait de continuer à vous battre et à faire ce que vous faites malgré tous les obstacles, c'est admirable. Ce n'était pas facile. Mais encore une fois, comme pour Flint, vous avez remis la machine en état de marche en seulement une semaine. Je suis sûr que vous avez beaucoup d'histoires incroyables tout au long de votre vie qui prouvent qu'avec du désir et en mettant réellement nos efforts au bon endroit, nous pouvons tous réaliser des choses étonnantes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci de m'avoir invité.